Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des stéroïdes anabolisants. Cette vidéo s'adresse aux adeptes de musculation en général et en particulier à ceux qui utilisent ces substances ou pensent les utiliser dans le futur. Nous allons voir ensemble c'est quoi les stéroïdes anabolisants comme substances et molécules, comment ils fonctionnent et c'est quoi leurs effets bénéfiques et moins bénéfiques. Cette capsule a comme objectif éducatif et non de porter un jugement sur l'utilisation de ces substances ou sur ceux qui les utilisent. J'espère que vous allez apprécier le contenu de cette capsule. Le contenu de cette capsule s'appuie sur la littérature médicale et scientifique. Et tout le long de cette vidéo, je vais faire référence à des publications en particulier dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Tout d'abord et pour commencer, il faut savoir que les stéroïdes anabolisants sont des analogues synthétiques de la testostérone. Ce sont donc des molécules non naturelles fabriquées chimiquement, qui ressemblent grandement à la structure chimique de la testostérone dont on voit l'image à gauche de l'écran. La testostérone est donc l'hormone naturelle, qui est produite chez l'homme et la femme, mais dont on retrouve des quantités beaucoup plus élevées chez l'homme que chez la femme, jusqu'à 8 fois plus. Les hormones sont des substances chimiques biologiquement actives. Elles sont produites par des glandes endocrines telles que la glande thyroïde. Elles jouent un rôle de messager permettant la communication entre les différents organes et tissus. Il existe différentes classes chimiques des hormones. La testostérone fait partie de la classe des hormones stéroïdes qui sont des dérivés du cholestérol. On trouve dans cette classe la testostérone, les oestrogènes et le cortisol. Elle est produite par les gonades qui sont les testicules et les ovaires et par les glandes surrénales. Elle joue un rôle très important au niveau de plusieurs organes et fonctions. Au niveau du cerveau, elle joue entre autres un rôle dans la cognition et la mémoire. Au niveau des reins, elle a un rôle important dans la sécrétion de l'érythropoïétine et la production des globules rouges. Au niveau des gonades, elle a un rôle très important dans la production du sperme et la croissance de la prostate. Au niveau du muscle, la testostérone est très importante pour maintenir la masse musculaire et la force musculaire. Au niveau des os, la testostérone joue un rôle très important dans la densité osseuse et dans la croissance des os et fonction de la moelle osseuse. Parlons un peu de la dose ou quantité normale de la testostérone dans notre organisme. La dose physiologique dite normale est de 300 à 1000 nanogrammes par décilitre chez l'homme et de 15 à 70 nanogrammes par décilitre chez la femme. On parle alors de doses supraphysiologiques, c'est-à-dire des doses qui sont au-dessus de la normale, lorsque la testostérone exogène est introduite dans l'organisme. Cette dose supraphysiologique peut atteindre jusqu'à 100 fois la dose physiologique normale. Jetons un coup d'œil sur le mécanisme d'action de la testostérone pour bien comprendre comment cette hormone réussit à jouer son rôle. Comme on vient de le voir, la testostérone est produite par les gonades, notamment les testicules chez l'homme, et elle est transportée à travers la circulation sanguine dans les différents organes et tissus. Prenons l'exemple du muscle où on a dit que la testostérone joue un rôle très important au niveau de la maintenance de la masse et de la force musculaire. Regardons de plus près comment la testostérone agit et interagit avec les cellules qui forment le tissu musculaire. La testostérone arrivant par la circulation sanguine va rentrer dans les cellules et va se lier à son récepteur spécifique qui se retrouve dans le cytoplasme, après avoir subi quelques modifications chimiques. La testostérone et son récepteur vont alors être transportés vers le noyau où elles vont se lier à des séquences spécifiques du matériel génétique. En se liant à des séquences spécifiques, elles vont générer la production des copies de certains gènes. Ces copies vont sortir du noyau à leur tour et retourner vers le cytoplasme où elles vont être transformées en des protéines. Parmi les protéines qui sont produites par la testostérone, on retrouve les filaments d'actine et myosine qui jouent un rôle très important dans la contraction musculaire. On retrouve aussi des enzymes qui jouent un rôle dans le métabolisme. Au total, la testostérone va produire et moduler l'activité d'une centaine de gènes. Alors, ces actions qu'on vient de voir de la testostérone sur les cellules musculaires et la synthèse protéique qu'elle induit peuvent-elles se traduire par des effets bénéfiques si on essaie d'augmenter la quantité de testostérone circulante dans notre corps en prenant des stéroïdes anabolisants?
Dans ce contexte, on parle alors de dose supraphysiologique. Plusieurs équipes de recherche se sont posées cette question et ont mis en place des protocoles de recherche pour tenter d'y répondre. Dans cette étude, par exemple, l'équipe de recherche a tenté de savoir quel était l'effet de prendre 600 mg de testostérone durant 10 semaines. Chez le groupe témoin, qui a reçu un placebo, c'est-à-dire une molécule inactive, et qui a suivi un protocole d'entraînement pendant 10 semaines, on a remarqué une augmentation de la masse musculaire par 2 kg, une augmentation de la force musculaire au développé couché, c'est-à-dire le bench press, par 10 kg. Par contre, et là que ça devient intéressant, le groupe qui a reçu de la testostérone pendant 10 semaines et qui a suivi le même protocole d'entraînement, on a remarqué une augmentation de la masse musculaire de 6 kg, qui est plus que le double que la masse musculaire observée chez le groupe témoin, et de la force au bench press, au développé couché, de 22 kg, qui est aussi plus que 2 fois l'augmentation de la force observée chez le groupe témoin. Maintenant, ce qui est encore un peu plus intéressant, c'est qu'on a pris un autre groupe témoin auquel on a donné le placebo et qui n'a pas suivi aucun protocole d'entraînement. Et on a mesuré par la suite la masse et la force musculaire à la 10e semaine. On a remarqué qu'il y a une augmentation de la masse qui n'est pas très significative de 0,8 kg et aucune augmentation de la force. Par contre, un autre groupe qui a reçu de la testostérone pendant 10 semaines et qui n'a suivi aucun programme d'entraînement, on a noté une augmentation de la masse musculaire par 3 kg et de la force musculaire par 9 kg. Ceci est très étonnant, parce que l'augmentation de la masse est plus importante que celle du premier groupe témoin qui a suivi un programme d'entraînement pendant 10 semaines et qui n'a pas reçu de la testostérone, alors que l'augmentation de la force musculaire est aussi importante que l'augmentation de la force musculaire qui était observée chez le même groupe témoin qui n'a pas reçu de la testostérone mais qui a suivi un programme d'entraînement de 10 semaines. On a vu la puissance des doses supraphysiologiques des stéroïdes anabolisants et leurs effets bénéfiques et spectaculaires sur la masse et la force musculaire. Mais est-ce qu'il n'y a que des effets bénéfiques? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? La littérature médicale est pleine d'études cliniques qui nous permettraient de répondre à cette question. Cet article de revue résume les effets secondaires potentiels qui sont reliés à l'utilisation des stéroïdes anabolisants. Au niveau cardiovasculaire, plusieurs effets secondaires ont été observés, notamment les cardiomyopathies qui se manifestent par une hypertrophie cardiaque, c'est-à-dire un élargissement du muscle du cœur. Aussi, on a observé des dyslipidémies qui sont des changements dans le profil lipidique sanguin, des arythmies, des athéroscléroses, ce sont donc les artères qui sont bouchées, et de l'hypertension. Au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, comme on l'a dit, la testostérone joue un rôle très important au niveau des fonctions cognitives. Alors, des effets secondaires sont observés à ce niveau-là, qui sont comportementaux, par exemple l'impulsivité, l'agressivité et la colère. On a aussi observé la dysmorphie musculaire. Aussi, des changements structurels ont été observés dans la matière grise du cerveau. Un autre effet secondaire largement observé, c'est l'acné qui peut affecter la peau. L'augmentation de la force qui est bénéfique pour les muscles peut résulter aussi en des blessures aux tendons qui ne peuvent supporter les forces générées par les muscles. Plusieurs effets secondaires peuvent aussi toucher le foie, mais ils sont généralement limités aux anabolisants qui sont pris par voie orale. D'autres effets secondaires ont été aussi observés au niveau du rein, notamment l'insuffisance rénale et le syndrome néphrotique. Finalement, les organes génitaux sont aussi affectés par des effets secondaires. Il s'agit essentiellement d'hypogonadisme, des problèmes au niveau de la prostate et une baisse de la production de spermatozoïdes. Un des effets secondaires qui est le plus inquiétant et qui commence à être de plus en plus répandu est l'hypertrophie cardiaque. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'hypertrophie cardiaque se manifeste par un élargissement du muscle du cœur. Dans cette publication, l'équipe médicale rapporte le cas d'un adepte de musculation qui a un historique d'entraînement de 20 ans. Cet athlète se présente avec des symptômes de fatigue et d'essoufflement lors d'efforts modérés. Il a révélé la prise de stéroïdes anabolisants à des doses supraphysiologiques de 675 mg par semaine. Les examens médicaux complétés révèlent des problèmes cardiaques importants, notamment une hypertrophie du ventricule gauche. Cette image montre un cœur normal et un cœur hypertrophié. On voit alors l'épaississement du muscle cardiaque. Cette hypertrophie peut résulter en insuffisance cardiaque, qui est l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour subvenir aux besoins du corps en oxygène et en énergie, ce qui résulte en une fatigue et essoufflement. Cette publication n'est pas unique.
On rapporte de plus en plus de cas similaires dans la littérature médicale d'adeptes de musculation qui prennent des stéroïdes anabolisants et qui souffrent de problèmes d'hypertrophie cardiaque et d'insuffisance cardiaque. Alors la question qui se pose est la suivante. Est-il possible d'éviter ces effets secondaires potentiels? Pour répondre à cette question, il faut que j'introduise le concept d'homéostasie, qui est la capacité de l'organisme de maintenir relativement stable son milieu interne malgré les fluctuations constantes de l'organisme. Cette homéostasie dépend d'un équilibre étroit entre les différents processus physiologiques qui sont interreliés entre eux. Il faut comprendre que chaque action externe induit la réaction coordonnée de plusieurs organes. Comme on l'a vu tout à l'heure, la testostérone contrôle l'expression de plusieurs gènes. Au niveau des muscles, elle contrôle l'expression de plus de 159 gènes. Le problème est que plusieurs de ces gènes sont présents dans les cellules d'autres organes et pas seulement dans les muscles. À titre d'exemple, au niveau des muscles, la testostérone augmente l'hormone de croissance IGF-1, qui a un rôle très important dans la croissance musculaire et les effets bénéfiques qu'on aperçoit au niveau des muscles, mais aussi qui a un rôle très important au niveau du cancer et du vieillissement. On voit donc que la prise de doses supraphysiologiques de stéroïdes anabolisants peut causer un déséquilibre entre les effets bénéfiques et les effets nocifs de la testostérone. Les mécanismes d'homéostasie de notre organisme peuvent alors absorber ce déséquilibre à court et à moyen terme, mais à long terme, les effets nocifs qui s'accumulent peuvent résulter en des effets secondaires potentiellement dangereux. Avec cet exemple et sachant que la testostérone régule une multitude d'autres processus physiologiques, on peut comprendre facilement qu'il est inévitable d'avoir les effets bénéfiques sur le muscle sans dérégler les autres processus physiologiques. Cela dit, les chercheurs se sont posé la question sur les raisons derrière la prise de stéroïdes anabolisants. Il y a deux raisons principales pour la prise de stéroïdes anabolisants. Soit par les athlètes de compétition pour augmenter la performance sportive et donc gagner des médailles, soit pour un usage récréatif pour améliorer l'image de soi. Ce qui est étonnant et inquiétant d'un point de vue de santé publique, c'est que l'usage récréatif dépasse largement l'usage par les athlètes de compétition. Heureusement, ce sujet commence à intéresser plusieurs chercheurs qui essaient de comprendre les motivations derrière la prise des stéroïdes anabolisants dans un cadre d'usage récréatif. Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à la prévalence et le profil des utilisateurs des stéroïdes anabolisants. Ils ont alors administré une batterie de questionnaires à plus de 5700 adeptes de musculation dans 100 salles de sport. Ils ont établi que le gain de statut social, de popularité et d'admiration était l'un des motivateurs de l'utilisation des stéroïdes anabolisants. Il faut savoir que plein d'autres publications se sont intéressées au sujet et arrivent aux mêmes conclusions. Ce dernier aspect est très important, car comprendre la motivation derrière la prise de stéroïdes anabolisants est la première avenue pour prévenir les problèmes potentiels de santé publique que représentent ces substances. Ce sujet fera l'objet d'une prochaine capsule vidéo détaillée qui sortira bientôt. Aussi, d'autres vidéos sortiront bientôt sur les connaissances scientifiques récentes en matière d'hormones de croissance, de nutrition, de conception de programmes d'entraînement efficaces, quels que soient vos objectifs. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti de la sortie de ces vidéos. Il me reste donc à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.